Plus de 60 attaques ont frappé l'est du Burkina Faso en quelques mois, révélant une tension qui s'étire comme une corde, prête à rompre à tout instant. Pourtant, les rapports du trimestre suivant annoncent une baisse nette de 35% des offensives, créant un contraste saisissant qui bouscule toutes les attentes établies jusque-là. Que signifie alors, pour ceux qui vivent au plus près de cette réalité mouvante, la présence d'Ibrahim Traoré au milieu des troupes plutôt que derrière une ligne de commandement lointaine? Un basculement discret semble s'esquisser dans cette rupture. La situation qui se dessine au Burkina Faso porte une promesse mesurable: transformer une accalmie fragile en trajectoire de stabilité concrète pour les communautés encore exposées. Le bénéfice central, celui qui traverse toutes les observations de terrain, réside dans la possibilité réelle pour les habitants de retrouver des repères essentiels qui avaient disparu sous la pression des attaques successives. Cette perspective, encore ténue mais vérifiable, repose sur une série d'actions visibles. La réouverture de routes qui reconnectent les villages isolés, la réparation de puits qui garantissent l'accès à l'eau et la reprise progressive des écoles dans les zones récemment sécurisées. Un micro-hook apparaît ici. Si cette dynamique venait à s'interrompre, l'ensemble de l'équilibre actuel pourrait vaciller en quelques semaines, tant la cohésion reste dépendante d'efforts continus. Comprendre ce fragile enchaînement d'améliorations, c'est saisir ce qui est réellement en jeu pour les familles qui tentent de reconstruire leur quotidien sur un terrain encore mouvant. Les premières données consolidées par les rapports militaires livrent un constat inattendu. Malgré plus de 60 attaques recensées au premier trimestre, une diminution de 35% apparaît juste après comme une rupture discrète dans un paysage pourtant dominé par la violence. Cette variation n'efface pas les risques, mais elle signale un infléchissement réel du rythme offensif perceptible même dans les zones les plus exposées. Dans ce léger déplacement du terrain, le contexte se redessine autour de plusieurs repères convergents. Les routes vitales, longtemps coupées, recommencent à s'ouvrir par segments, permettant aux marchés, aux familles déplacées et aux convois de circuler avec un peu moins d'incertitude. Les villages frappés par les attaques successives retrouvent, parfois après des mois d'abandon, des signes minimes de reprise, quelques habitations réoccupées, des champs qui se rouvrent, des points d'eau remis en service par des équipes locales. Cette recomposition progressive s'inscrit dans une dynamique où les forces régulières et les volontaires pour la défense de la patrie consolident leur position au fil de semaines d'efforts ininterrompus. Parallèlement, la présence d'Ibrahim Traoré parmi les unités avancées revêt une signification spécifique pour ceux qui vivent au plus près du conflit. Sa visibilité sur le terrain fonctionne comme un rappel que la reconstruction ne peut pas être dirigée à distance et qu'elle repose d'abord sur des gestes concrets. Stabiliser une route, sécuriser un puits, maintenir une école ouverte. Dans ce contexte, les communautés perçoivent ces apparitions non comme un symbole politique abstrait, mais comme un ancrage d'autorité au milieu d'un environnement longtemps fragmenté. Cette mosaïque d'actions dispersées dessine un arrière-plan dans lequel chaque avancée, même limitée, contribue à réduire l'impression d'effondrement imminent qui dominait les premiers mois de l'année. Les habitants des zones rurales, les commerçants dépendants des axes routiers, les familles déplacées et les équipes de sécurité voient se profiler, non pas une paix assurée, mais la possibilité d'un équilibre moins précaire. Ce mouvement encore fragile crée la trame sur laquelle reposent toutes les évolutions des mois à venir. Au cœur des zones récemment stabilisées, certaines figures de terrain apparaissent comme des repères silencieux qui structurent l'effort collectif bien davantage qu'un discours officiel. Les soldats réguliers et les volontaires pour la défense de la patrie, souvent épuisés mais tenaces, incarnent cette présence continue qui permet aux communautés de reprendre pied après des mois d'incertitude. Leur rôle dépasse la simple tenue des positions. Il s'agit d'assurer une forme de continuité visible dans des espaces où chaque absence prolongée peut rouvrir la porte aux incursions soudaines. Dans le camp de Tenko, la circulation du Premier ministre Remlan Emmanuel Vrogo parmi les unités témoigne de cette volonté d'ancrer l'action étatique au plus près du quotidien vécu. Les gestes y remplaçant largement les déclarations, comme si la cohésion devait se reconstruire par la simple répétition d'actes concrets. Examiner un point de surveillance, valider une réparation de puits,
confirmer que les familles revenues disposent d'un minimum de sécurité pour rester. Cette forme d'accompagnement discret apaise une partie des tensions latentes et rappelle que la reconstruction se nourrit d'attention autant que de stratégie militaire. Autour de ces acteurs de première ligne, des micro-initiatives renforcent la dynamique d'ensemble. Dans un village vidé par les attaques, quelques familles plantent à nouveau des graines derrière les lignes sécurisées, tandis qu'un groupe de volontaires composé d'enseignants et d'agriculteurs restaure un puits effondré. Ces sias modestes, en apparence, deviennent des points d'appui pour une population qui cherche à retrouver un rythme normal, même fragile. Ce fil de gestes concrets crée un effet cumulatif. Il donne aux habitants l'impression qu'un espace respirable se rouvre lentement, rendant envisageable un retour progressif à la stabilité. Et dans cette perception renouvelée se construit l'enjeu central du so what. Tenir ce mince avantage avant qu'il ne se disperse. Tout commence lorsque les attaques se multiplient dans l'est du Burkina Faso, frappant village après village et forçant des milliers de familles à abandonner des terres déjà fragilisées par des années de tension. Chaque incursion déchire un peu plus les liens communautaires, coupe les axes essentiels et installe une pression constante sur les forces régulières débordées. Les premières escarmouches ne ressemblent pas seulement à des affrontements isolés, elles composent un enchaînement qui fait vaciller la cohésion nationale. Le pays avance. Alors au bord d'une rupture perçue dans chaque déplacement forcé et chaque marché silencieux, comme si la stabilité s'effritait à mesure que les routes se vidaient. Cette phase d'impact total marque le véritable point d'activation de la crise. Puis survient un basculement brusque. Les attaques atteignent une intensité telle que plusieurs localités tombent temporairement sous la pression insurgée, contraignant l'armée à revoir sa posture. Les forces régulières, confrontées à des groupes mobiles et déterminés, se replient sur certaines positions clés pour éviter un effondrement généralisé. C'est alors que les volontaires pour la défense de la patrie prennent une importance décisive. Leur mobilisation rapide change la dynamique. Ils renforcent les lignes, réoccupent des zones perdues et stabilisent des segments entiers de territoire que l'armée seule n'aurait pu tenir dans un rythme aussi chaotique. Cette réorganisation s'appuie aussi sur les drones fabriqués localement, capables d'identifier plus d'une centaine de camps ennemis en quelques mois et d'offrir un avantage inédit dans les zones difficiles d'accès. Ce moment-là constitue le cœur du haut de cycle, celui où tout peut s'inverser ou s'effondrer. Au fil de cette progression, un acteur incarne une forme d'ancrage symbolique et opérationnel. Ibrahim Traoré, présent à plusieurs reprises au milieu des troupes plutôt qu'à distance. Sa visibilité renforce l'idée que la réponse ne peut se construire qu'au plus près du terrain. Les unités engagées lisent cette posture comme un signal. La reconstruction ne dépend pas d'une directive abstraite, mais d'une continuité physique dans les zones les plus exposées. Cette présence ne remplace pas les opérations, mais elle soutient la cohésion à un moment où la fatigue, les pertes et les déplacements massifs risquaient de fragmenter l'ensemble de l'effort. À mesure que les lignes se stabilisent, les premiers effets se dessinent. Les villages désertés commencent à se repeupler, timidement mais véritablement. Les écoles rouvrent dans les zones sécurisées. Les puits restaurés ramènent l'eau dans les communautés et les routes stratégiques, autrefois impraticables, redeviennent praticables pour les convois humanitaires et les marchés locaux. Ce cycle inverse marque la phase de déchocage, celle où la pression immédiate décroît, mais où chaque avancée reste vulnérable à une recrudescence soudaine de violence. Les familles reviennent souvent avant même la fin de certaines opérations de sécurisation, signe que l'atmosphère change plus vite que les conditions strictes du terrain. Ces retours fragmentés, qui se multiplient là où les VDP assurent une présence permanente, transforment la dynamique générale. Le pays cesse lentement d'avancer sous la seule contrainte de la peur. Dans cette réorganisation fragile, un principe domine. La stabilité émergente ne naît ni d'un geste brutal, ni d'une victoire isolée, mais d'une accumulation de décisions, d'efforts dispersés et d'initiatives locales. Le mouvement reste réversible, mais il existe désormais. Et c'est ce fil ténu qui nourrit la suite du récit. La lecture des rapports militaires montre un premier glissement mesurable. Plus de 60 attaques recensées au début de l'année se transforment quelques semaines plus tard en une baisse confirmée de 35%.
Cette transition constitue un véritable baseline delta et indique qu'un rythme offensif jusque-là soutenu commence à s'infléchir. L'évolution n'annonce pas une stabilisation durable, mais elle révèle qu'une partie de la dynamique hostile perd en cohérence opérationnelle grâce à l'action coordonnée des unités mixtes. Les analystes y voient un indicateur précoce, encore fragile, mais suffisamment marqué pour éclairer la suite des développements. Les forces engagées notent ensuite un second point essentiel. Environ 70% des routes stratégiques sont désormais rétablies après des mois de ruptures successives. Ce pourcentage n'est pas un simple progrès logistique. Il traduit une reprise de circulation vitale pour les marchés, les villages et les convois humanitaires. Les axes libérés deviennent des lignes respiratoires où transitent produits agricoles, soignants, équipes de sécurité et familles dispersées par les violences. Chaque tronçon rouvert élargit la zone de vie possible et réduit la dépendance des communautés aux circuits d'approvisionnement précaires. Cette restauration graduelle agit comme un amortisseur permettant d'éviter un retour immédiat à la paralysie. Le troisième repère quantitatif concerne la mobilisation citoyenne. Plus de 100 000 bénévoles intégrés aux volontaires pour la défense de la patrie forment un socle inédit d'appui territorial. Leur présence ne remplace pas les unités régulières, mais elle crée une densité humaine capable de maintenir des positions que l'armée seule aurait difficilement consolidées. Cette implication élargie montre que la défense ne repose plus uniquement sur des structures centralisées, mais sur une capillarité communautaire qui complète les opérations. L'engagement de ces volontaires représente un levier qui stabilise certaines zones rurales encore exposées à des incursions opportunistes. Autour de ces trois chiffres, une architecture plus vaste se déploie. Les drones fabriqués localement jouaient un rôle déterminant dans la détection de plus d'une centaine de camps ennemis, offrant une visibilité accrue dans des zones où les patrouilles terrestres peinaient à progresser. La surveillance aérienne réduit les risques d'embuscade, améliore la planification et limite l'exposition directe des unités engagées. Ce dispositif, encore en consolidation, accélère le repérage des mouvements hostiles et renforce les réponses rapides. Les forces régulières y gagnent un avantage tactique indispensable dans des environnements difficiles à contrôler. La dimension matérielle suit un schéma similaire. Les puits réparés réintroduisent une stabilité hydrique dans des villages où l'accès à l'eau conditionne la possibilité même de rester. Les écoles rouvertes créent un marqueur social immédiat, car l'éducation rétablie signale que la zone est suffisamment sécurisée pour accueillir de nouveau les enfants. Les marchés repris injectent une respiration économique qui réduit la pression sur les familles déplacées. Chaque amélioration locale agit comme un stabilisateur partiel mais cumulatif. Pourtant, la prudence demeure nécessaire. Les pertes humaines dépassent 150 morts sur la période récente et les dommages matériels s'élèvent à plus de 500 millions de dollars. Cette réalité rappelle que les améliorations observées restent réversibles et dépendent d'une continuité rigoureuse des efforts combinés. Les zones frontalières, encore marquées par des incursions intermittentes, exigent une vigilance constante. L'ensemble des tendances révèle un mouvement qui n'est pas encore une stabilisation, mais une résistance organisée fondée sur des données quantifiables. Une première position critique estime que l'orientation actuelle du Burkina Faso vers une défense largement communautaire risque d'installer une militarisation diffuse difficile à maîtriser. Selon cette analyse, la multiplication des unités locales, l'implication d'habitants armés et la montée en visibilité des volontaires pourraient brouiller les lignes d'autorité traditionnelles. Les observateurs qui défendent cette lecture rappellent que dans certaines zones, les civils jouent désormais un rôle opérationnel plus apparent que les structures étatiques elles-mêmes. Cette évolution, si elle n'est pas encadrée, pourrait nourrir des tensions internes durables et affaiblir la capacité institutionnelle à centraliser les décisions de sécurité. Un second courant défend une perspective presque opposée. Pour lui, la survie même du pays dépend précisément de cette mobilisation communautaire. Les partisans de cette approche considèrent les volontaires pour la défense de la patrie non comme une force incontrôlée, mais comme une réponse de proximité née de la nécessité. Leur présence a permis de tenir des lignes que l'armée seule aurait difficilement pu maintenir, en particulier lors du pic de plus de 60 attaques en début d'année.
Il souligne également que cette organisation diffuse a joué un rôle clé dans la réouverture d'environ 70% des routes stratégiques, résultat inaccessible pour une structure centralisée qui opère sur un territoire vaste et fragmenté. Cette implication élargie apparaît pour eux comme l'une des conditions majeures qui ont contenu le risque d'effondrement. Entre ces deux positions, une réponse nuancée émerge lorsque les données sont rassemblées. La baisse de 35% des offensives au trimestre suivant, la détection de plus d'une centaine de camps ennemis grâce aux drones fabriqués localement et la mobilisation de plus de 100 000 volontaires ne décrivent pas seulement une réussite militaire. Elles composent d'un système hybride où civils et forces régulières agissent de manière complémentaire. Les risques institutionnels existent, mais ils doivent être replacés dans un contexte où le pays reste exposé à une menace persistante et où l'effort collectif a empêché une rupture totale. La question centrale ne devient plus « faut-il choisir l'un ou l'autre modèle ?», mais comment structurer durablement cette coopération sans qu'elle ne devienne une source future de fragilité ? Un seuil discret apparaît. Dans plusieurs zones récemment sécurisées, ce ne sont plus les patrouilles qui rythment les journées, mais les gestes quotidiens qui réapparaissent presque malgré eux, comme si le terrain avait commencé à respirer à un autre tempo. Les habitants reviennent parfois avant la fin des opérations de déminage, signe que la peur n'exerce plus la même emprise qu'auparavant. Cette inversion ténue transforme la relation entre sécurité et population, car elle montre que la stabilisation commence à émerger d'une dynamique sociale plutôt que d'un strict contrôle militaire. Les équipes engagées observent que la reprise de certains villages modifie discrètement les points d'équilibre. Dans ce glissement, la présence d'Ibrahim Traoré au milieu des unités change la perception des communautés qui vivent en première ligne. Sa visibilité sur le terrain n'est pas interprétée comme un geste d'autorité, mais comme un engagement direct dans un moment où la confiance reste fragile. Les villages qui se repeuplent, les puits restaurés et les écoles rouvertes créent une atmosphère nouvelle, où la possibilité de rester supplante peu à peu l'obligation de fuir. Cette réorganisation silencieuse oblige les décideurs à reconsidérer leurs priorités, car une population qui recommence à vivre modifie la nature même de la guerre. Dans les zones rurales qui avaient subi les premières vagues d'attaques, la réouverture progressive des routes stratégiques modifie profondément le quotidien. Les déplacements, autrefois impossibles ou dangereux, redeviennent praticables pour les cultivateurs, les commerçants itinérants et les familles dispersées. Les puits réparés jouent un rôle immédiat. Ils permettent à des villages meurtris de retrouver une ressource vitale dont dépend la possibilité même de rester. Les habitants perçoivent cette stabilisation naissante comme une chance fragile, mais réelle, de reconstruire des routines perdues. Parmi les travailleurs économiques, l'amélioration la plus visible se lit dans la reprise partielle des marchés locaux. Les 70% de routes rétablies ouvrent de nouveau la circulation des biens, créant un environnement un peu moins instable pour les artisans et commerçants. Les pertes matérielles, estimées à plus de 500 millions de dollars, pèsent encore lourdement sur de nombreuses familles, mais la diminution de 35% des attaques réduit le risque de paralysie complète. Les écoles qui rouvrent dans les zones stabilisées rassurent également les parents, leur permettant de reprendre des activités productives qu'ils avaient abandonnées par nécessité. Pour plus de 2 millions de personnes déplacées, les effets demeurent contrastés. Les retours sont encore partiels, mais leur fréquence augmente dans les zones où les VDP assurent une présence continue. Les familles reviennent parfois dans des villages partiellement détruits, mais l'existence d'un puits réparé, d'un axe sécurisé ou d'une école fonctionnelle suffit à enclencher un mouvement inverse après des mois d'exode. Le processus reste précaire. La mémoire du conflit et la crainte d'incursions soudaines freinent les installations définitives. Néanmoins, ce début de réappropriation territoriale marque une étape décisive vers une cohésion sociale renouvelée. Les autorités, confrontées à une perte de légitimité durant les phases critiques, retrouvent progressivement un espace d'action. Les visites dans les camps, la validation des travaux de reconstruction et l'appui aux initiatives locales renforcent le lien entre décision centrale et terrain. La mobilisation de plus de 100 000 volontaires et l'usage des drones capables de détecter plus d'une centaine de camps ennemis
démontrent une capacité accrue à répondre à la menace. Dans ce processus, la présence d'Ibrahim Traoré parmi les unités avancées est perçue comme un rappel que la reconstruction repose sur des engagements visibles, partagés et mesurables. Les institutions y gagnent une cohérence nouvelle, indispensable pour maintenir la dynamique actuelle. Dans l'hypothèse médiane, les tendances observées se maintiennent sans s'accélérer. La diminution de 35% des attaques reste stable, tandis que les 70% de routes stratégiques rétablies continuent de fonctionner comme un filet de circulation essentiel. Les forces régulières et les VDP prolongent leur présence conjointe dans les zones les plus vulnérables, limitant l'effet de surprise des incursions. Les villages récemment repeuplés consolident leur position grâce aux puits réparés, aux écoles rouvertes et à une reprise prudente des activités agricoles. Ce scénario exige une discipline constante, car le moindre relâchement pourrait effacer les avancées fragiles des derniers mois. Dans la perspective la plus favorable, les signaux positifs se renforcent simultanément. Les axes sécurisés se transforment en corridors pleinement fonctionnels, permettant une circulation plus dense des biens et des services. Les volontaires, plus de 100 000 à ce stade, maintiennent une mobilisation soutenue qui sécurise davantage de zones rurales. Les opérations conjointes identifient et neutralisent un nombre croissant de camps ennemis, grâce notamment aux drones fabriqués localement qui ont déjà repéré plus d'une centaine de positions hostiles. Les marchés gagnent en régularité, les retours s'accélèrent et les villages reprennent une dynamique sociale plus stable. Ce scénario ouvrirait la voie à une reconstruction coordonnée sur plusieurs fronts. Dans l'hypothèse la plus défavorable, les groupes insurgés profitent de failles locales ou d'un essoufflement des unités civiles et militaires. Les routes redeviendraient dangereuses, interrompant les approvisionnements et freinant les retours. Les villages évacués se multiplieraient, recréant une spirale de déplacement massif. Les pertes, déjà supérieures à 150 morts, augmenteraient, tandis que les dommages économiques dépasseraient les 500 millions de dollars déjà recensés. Une telle évolution pourrait entraîner un ralentissement brutal de la reconstruction et rétablir une atmosphère d'instabilité permanente. Face à ces trois trajectoires possibles, une idée domine. Pensez la suite comme un équilibre mouvant, jamais garanti, mais toujours ajustable. La solidité du chemin dépendra moins d'un événement ponctuel que de la capacité à maintenir en parallèle sécurité, services essentiels et coordination communautaire. Adopter cette approche permet de réduire les risques de basculement soudain. Pour ceux qui vivent au plus près des zones libérées, le retour d'un puits, d'une école ou d'un marché ne représente pas une statistique, mais un soulagement immédiat. Les familles qui avaient fui découvrent parfois leur maison endommagée, parfois intacte, mais la simple possibilité de revenir devient une manière de reprendre possession de leur quotidien. Les gestes de reconstruction, même modestes, rappellent que la normalité n'est plus complètement hors de portée. Dans ces espaces longtemps isolés, chaque amélioration matérielle agit comme un ancrage émotionnel permettant de réapprendre à se projeter. Du côté des enseignants, des commerçants et des artisans, l'impact prend une autre forme. Les routes stratégiques rouvertes permettent de reprendre des activités essentielles dont dépendaient leurs revenus. Les écoles stabilisées redonnent un rythme social que les communautés reconnaissent immédiatement. Car la présence des enfants dans les salles de classe signale que le danger recule au moins provisoirement. Cette respiration crée un environnement mental où les projets individuels redeviennent envisageables, même si les conditions économiques restent fragiles. Pour les groupes plus éloignés du front, la transformation est perceptible dans la reconstruction progressive du lien national. La mobilisation des volontaires, l'action des unités régulières et les retours partiels dans certains villages montrent que le pays refuse de se résigner au délitement. La cohésion qui se renforce ne tient pas uniquement aux opérations de sécurité, mais à l'idée que chaque communauté, même distante, participe indirectement à l'effort de stabilisation. À travers ces diverses perspectives, un fil commun se dessine. Les évolutions actuelles ne modifient pas seulement des territoires, elles transforment la manière dont les individus perçoivent leur propre avenir au sein d'un pays encore marqué par l'épreuve. La trajectoire de reconstruction qui se dessine au Burkina Faso nécessite désormais une méthode structurée,
fondée sur des étapes mesurables et une coordination claire entre les acteurs locaux et nationaux. Dans ses déplacements comme dans ses décisions, Ibrahim Traoré insiste sur une logique d'action directe, ancrée dans la présence au terrain plutôt que dans de simples orientations centrales. Ce cadre permet d'articuler 3 axes opérationnels qui structurent les progrès des mois à venir. Les forces régulières et les VDP doivent maintenir une vigilance constante dans les villages clés. Cela implique des patrouilles mixtes régulières, un suivi hebdomadaire des points de surveillance et la consolidation des axes secondaires. Le succès se mesure par la réduction des déplacements forcés et par la continuité des circulations locales, contrôlées chaque quinzaine par les équipes de terrain. Les puits, les routes et les écoles doivent suivre un calendrier de remise en état strict, coordonné entre autorités locales et techniciens civils. L'objectif est de garantir que les familles puissent reprendre leurs activités sans interruption majeure. La progression se valide par l'ouverture effective des services, un puits fonctionnel, une route praticable, une salle de classe réactivée. Les fractures nées des déplacements et des années de tension nécessitent des mécanismes réguliers de dialogue communautaire. Les responsables locaux, accompagnés de représentants des forces de sécurité, organisent des cercles d'écoute mensuels. L'impact se mesure à travers la participation citoyenne et la diminution des tensions intergroupes, évaluées par des retours de terrain consolidés. Dans cet enchaînement méthodique, un principe demeure central. La stabilité se construit par la combinaison simultanée de sécurité, de services essentiels et de confiance partagée. Dans les villages où l'on avait vu, aux premières phases de la stabilisation, des soldats épuisés et des volontaires réparer un puits effondré, les mêmes gestes reviennent aujourd'hui avec une signification différente. Ces actions, autrefois motivées par l'urgence absolue, deviennent désormais des preuves discrètes que la persévérance accumulée commence à produire une forme de lumière. Les familles qui replantaient quelques graines dans un sol encore instable retrouvent, dans ce rituel simple, une manière de reprendre possession de leur histoire après des mois de ruptures successives. Les habitants perçoivent dans ces scènes une continuité qui apaise les fractures invisibles laissées par les déplacements forcés. Au milieu de ces transformations silencieuses, Ibrahim Traoré apparaît parfois comme un témoin direct de ces efforts persistants. Sa présence ne s'impose pas comme un symbole détaché, mais comme un rappel des premiers instants où le pays semblait vaciller sans céder. Cette résonance crée un fil qui relie les gestes du terrain aux décisions plus larges, comme si chaque action modeste contribuait à restaurer une dignité collective mise à l'épreuve. Dans cette recomposition lente, une conviction s'affirme, la solidité renaît pas à pas. Lorsque le soleil descend sur les terres encore marquées par les combats, une image demeure, celle d'un pays qui refuse de renoncer à ce qu'il peut encore reconstruire. Dans les marchés qui reprennent vie, dans les écoles rouvertes et dans les villages où quelques mains remettent en état un puits ou un champ, une énergie collective se forme lentement. Elle ne s'exprime pas par de grands discours, mais par des gestes répétés qui tissent une cohésion nouvelle. Les habitants ne cherchent pas à effacer les blessures, mais à redonner sens à ce qui reste. Cette histoire appartient désormais à ceux qui veulent comprendre comment une société peut tenir debout après des années de rupture. Elle interroge chacun sur la dignité retrouvée, sur la patience et sur la force discrète qui relie les communautés les plus isolées au centre de décision. Dans un moment où chaque soutien compte, une question s'ouvre naturellement. Comment chacun peut-il contribuer, même modestement, à maintenir ce fil de stabilité naissant ? Et vous, que feriez-vous face à un défi collectif aussi exigeant ?